Les gars, écoutez-moi bien. On a reçu un nouveau défi. Yes! Ça c'est bien. Vous allez adorer. Salut l'équipe, je rêve depuis toujours de fabriquer mon propre instrument de musique. Et aujourd'hui, je vous lance le défi de concevoir un instrument, mais avec les moyens du bord. T'es chaud les gars? Ouais. Ah voilà. Parfait. Alors c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Chichou Pois Chiche. Aujourd'hui, nous allons concevoir un instrument à cordes avec les moyens du bord. Alors place à notre expert en vibration. Ah, le son. Domaine de la physique aussi riche que complexe, mais toujours autant d'actualité. Que ce soit les isolations sonores dans les habitations, ou les membranes de téléphone ou de télévision, on n'a pas fini de temps d'en reparler. Mais aujourd'hui, nos connaissances en acoustique sont requises. Afin de répondre à ce défi, mais avant tout, une question s'impose. Le son, c'est quoi? Le son, en un mot, c'est une onde, soit la propagation d'une vibration. En effet, lorsque vous faites vibrer un corps tel qu'une corde de guitare, cette dernière va mettre en mouvement le milieu environnant en lui-même. Lorsque vous faites vibrer la corde de guitare, les particules d'air vont, elles, se déplacer, mais selon un axe bien particulier, le long de la propagation, par là d'une onde longitudinale. Contrairement aux particules d'eau avec une vague d'eau, qui elles présentent un mouvement vertical, transversal par rapport à l'onde initiale. Et contrairement à la lumière, il ne s'agit pas de particules qui s'éloignent de la source vibratoire à mesure de la propagation. Non, il s'agit de particules, à vrai dire, qui se déplacent autant que le fait la corde. Elles ne font que se transmettre l'énergie, soit un transfert d'énergie sans déplacement de matière, une onde mécanique progressive. À vrai dire, la meilleure analogie reste celle du ressort. Après tout, le son est une onde de compression. Lorsque vous faites vibrer une corde, il se créera alors une surpression qui se propagera, laissant derrière elle des zones en dépression, puis en surpression, puis en dépression, etc. Puis, afin de rééquilibrer la situation, un phénomène de compression au niveau des zones autrefois en dépression, un phénomène de dilatation aux zones qui étaient autrefois en surpression. Combinaison de compression et de dilatation qui permettent à l'onde d'exister. Enfin, jusqu'à ce que la source vibratoire ait arrêté de vibrer, ou alors qu'on soit tellement lent que l'onde soit totalement atténuée. En résumé, pour qu'un son ait lieu, deux conditions sont à réunir. Une source de vibration, une corde, un ressort, et un milieu de propagation matériel, l'air. Bon, tout ça c'est bien beau, mais bien qu'un son étant simplement une onde qui se propage, bien, il existe une infinité de différents sons, avec chacun une fiche d'identité qui lui est propre, avec chacun des caractéristiques différentes qui lui sont propres. La fréquence, qui correspond au nombre de fois qu'un phénomène se reproduit par unité de temps, le nombre de fois qu'une particule d'air occupe la même position par seconde, elle s'exprime en Hertz, et c'est d'ailleurs la fréquence d'une onde qui va donner des informations sur sa hauteur. Plus la fréquence est haute, plus le son est aigu, plus la fréquence d'une onde est basse, plus le son est grave. Ensuite, l'amplitude qui correspond à la distance maximale qui sépare les positions occupées par un même point, donc tout qui sera différente selon la fréquence de l'onde. Et enfin, il existe des caractéristiques qui sont propres au son lui-même, telles que l'intensité d'une onde, l'intensité qui correspond à la quantité d'énergie véhiculée par l'onde. Elle s'exprime en watts par mètre carré, et le seuil minimal de perception par l'oreille humaine est de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Mais un fait remarquable, lorsque vous faites vibrer la corde, vous allez créer une onde au sein de la corde elle-même, du centre vers la périphérie. Sauf que la corde étant fixe, l'onde va revenir, mais dans le sens contraire, venant parasiter l'onde initiale. À moins que l'onde initiale et l'onde secondaire se complètent parfaitement, apparaîtra alors des zones très amples, les ventres, et des zones où les deux ondes s'annulent totalement, les nœuds. Et selon le nombre de ventres et de nœuds, on peut parfaitement déterminer la fréquence de l'onde qui est produite. Si c'est pas génial. Donc du coup, maintenant qu'on connaît le son de fond en comble, on a bien compris que pour produire le maximum d'énergie, le maximum de son, il faut faire le maximum de bruit, produire le maximum d'énergie à cette vibration. Sauf que c'est pas ça qu'on va chercher à faire, au contraire. Ce qu'on va chercher à faire, c'est produire le maximum de son avec le minimum de mouvement. Merci beaucoup pour cette introduction au son. Maintenant que nous savons comment une corde produit du son, déterminons quelles caractéristiques physiques doit posséder celle-ci pour produire un son le plus harmonieux possible. Au cours des siècles, la corde connut de nombreuses évolutions. Chez les Égyptiens, elles étaient faites de crins de chevaux ou d'autres poils d'animaux. Le choix des matériaux employés dépendait aussi de la situation géographique. En effet, alors que les troubadours du Moyen-Âge employaient des fils d'acier entourés de cuivre pour leur lutte, les Chinois et peuplades d'Extrême-Orient employaient de la soie. Cependant, tous ces matériaux possèdent certaines caractéristiques communes.
Comme l'a si bien expliqué notre expert en son, pour produire un son, une corde va subir une tension mécanique. Pour cela, elle doit donc être assez résistante pour subir cette pression sans céder. Cependant, pour obtenir un son ample et puissant, elle doit être également élastique. L'équilibre entre résistance et souplesse est clé, car elle détermine la qualité du son obtenu. Voici 3 matériaux qui pourraient a priori posséder les 3 caractéristiques. Un élastique en latex, de la ficelle en matière organique et enfin du fil de pêche en nylon. Cependant, lorsqu'on applique une tension mécanique sur l'élastique, on remarque une fissure. L'élastique n'est donc pas assez résistant pour servir de corde. Quant à la ficelle, il faudrait une force bien trop importante pour réussir à la tendre suffisamment pour produire un son. La ficelle est trop résistante et trop peu élastique. Quant au fil de pêche, il semble à la fois résistant et élastique. Les caractéristiques parfaites pour une corde musicale. D'ailleurs, certaines cordes de guitare acoustique sont faites en nylon. En conclusion, les cordes de notre instrument seront faites de fil de pêche. Maintenant que le choix des cordes est fait, il nous reste un nouveau problème à résoudre. Le son des cordes est peu perceptible. Pour y remédier, on va s'inspirer des instruments à cordes déjà existants. On remarque que le violon, la guitare ou même la contrebasse ont comme composant en commun une caisse de résonance. C'est la partie d'un instrument qui a pour rôle de recevoir et d'amplifier les vibrations produites par les cordes. Tout comme les ondes lumineuses, les ondes sonores respectent les lois de Descartes. Dans les faits, la caisse de résonance n'amplifie pas directement le son. Dans un premier temps, elle améliore le couplage acoustique entre les cordes vibrantes et l'air. Si vous êtes musicien, vous avez probablement vu ce qui arrive avec un diapason. Quand on le fait osciller, on l'entend très peu, mais il suffit de l'appuyer sur une surface rigide mais tout de même un peu souple pour l'entendre. La raison est que le pied du diapason fait vibrer la surface qui transmet mieux la vibration à l'air que les branches du diapason. Le choix des matériaux de la caisse de résonance est important. Dans notre cas, on va utiliser des planches légères mais épaisses et rigides. Il faut veiller à ce que le matériau choisi résiste à certaines manipulations, telles que l'insertion de vis pour l'assemblage. Quant à la table d'harmonie, elle sera faite d'un bois plus fin et plus souple, car un bois épais et trop rigide retransmettrait mal les ondes produites par les cordes. Pour des raisons pratiques, la caisse sera conçue de façon rectangulaire sans surface arrondie. Lorsqu'une corde est pincée, les vibrations de la corde sont transmises à la table d'harmonie. Il faut donc percer un trou dans la table d'harmonie, une rosace, qui va permettre de créer de nombreuses résonances dans la caisse de résonance et ainsi d'amplifier le son. Avec une boîte de résonance, on peut augmenter le son transmis à l'air en augmentant l'amplitude de l'onde stationnaire dans la boîte. Dans le cas de la guitare acoustique, les luthiers cherchent généralement à concevoir une caisse dont la structure permettra d'obtenir des fréquences de l'ordre de 100 Hz. Cette fréquence s'appelle la fréquence de résonance de Helmholtz. La formule est la suivante. Avec F en Hz, avec C la vitesse du son soit 340 mètres par seconde, avec S la surface de la section moyenne de l'ouverture en mètres carrés, avec L la longueur de la partie étroite de la rosace en mètres, et enfin avec V le volume de la cavité en mètres cubes. Pour déterminer la surface à sectionner de la table d'harmonie, on peut utiliser la formule de la fréquence de résonance de Helmholtz, ce qui permet d'obtenir une fréquence précise. Cette méthode est néanmoins complexe à appliquer. Expliquée de manière vulgarisée, la fréquence de résonance de Helmholtz consiste en ceci. Plus la surface d'ouverture est grande, plus la fréquence de résonance est élevée et inversement. On peut donc tester manuellement différentes ouvertures pour trouver la fréquence de résonance qui nous convient le mieux. C'est donc grâce à la caisse de résonance et ses caractéristiques que le son des cordes sera mieux perceptible. Maintenant que l'instrument est conçu, il ne reste plus qu'à composer un morceau et à accorder l'instrument pour pouvoir le jouer. Seulement, avant de composer mon morceau, je dois savoir combien de notes j'ai à ma disposition et quelles sont leurs fréquences. Tout d'abord, prenons une corde dont la vibration émet une onde de fréquence A. Si on divise la corde par 2, on obtient l'octave supérieure.
dont la fréquence est B est égale à A fois 2. Inversement, si on veut l'octave inférieure, on divise la fréquence par 2, ou alors on double la taille de la corde. Le rapport d'octave est donc de 2. En jouant A et B en même temps, on obtient un effet très neutre, si bien qu'on donnera le même nom à la note de fréquence A et la note de fréquence B, la tonique. En partant de notre tonique A, il y aura 12 sons avant d'arriver à la tonique B. Et le phénomène est périodique. À partir de la tonique B, il faut encore 12 sons pour atteindre une nouvelle tonique, et ainsi de suite. Mais quelles sont les fréquences de ces 12 notes? C'est le mathématicien Simon Stevin qui trouva une solution qu'on utilise toujours aujourd'hui. Comme il y a 12 intervalles dans la gamme, il suffit simplement de diviser l'octave en 12 parties égales. Après quelques calculs, le rapport entre deux intervalles successifs est égal à 1,059 environ. C'est ce qu'on appelle la gamme tempérée. Et comme je l'ai dit plus tôt, la gamme est périodique. Donc si j'ai une fréquence de départ, je peux maintenant calculer toutes les fréquences de l'infiniment grave à l'infiniment aigu. Maintenant que j'ai mes notes et mes fréquences, je peux composer le morceau. Or, nous n'avons fixé que 3 cordes sur l'instrument à l'aide de simples planchettes de bois. Donc je dois simplifier mon morceau pour qu'il n'y ait que 3 notes différentes. Et voilà. Donc il nous faudra un mi bémol à 622 Hz, ensuite un fa à 698 Hz, et puis un do à 523 Hz. Mais le gros du travail reste d'accorder ces 3 cordes afin qu'une fois stimulées, elles produisent les 3 fréquences. Voici un schéma de la corde avec 2 nœuds d'oscillation, ici et ici. Ici, la longueur L de la corde, et là, une masse M qui va influencer sur la tension de la corde. Voici l'équation de cette fréquence. F est égal à racine de T sur micro fois 1/2 de L. T représente la tension de la corde en newton, et micro représente sa masse linéique. L est exprimée en mètres. En sachant que la longueur des cordes sur notre instrument ne changera pas, cette formule nous permet de démontrer que plus la tension sera élevée, plus la fréquence produite sera élevée. Et inversement, plus la tension sera faible et plus la fréquence produite sera basse. Pour pouvoir accorder, nous avons fabriqué un système d'accordage assez proche de celui du violon. Les cordes sont attachées à un système rotatif qui permet de réguler la tension des cordes en fonction de sa rotation. Ce sont simplement des petites branches d'arbres que nous avons taillées. Plus la corde est enroulée, plus la tension est forte et inversement. Donc maintenant, pour accorder notre instrument, il ne nous reste plus qu'à produire les fréquences désirées et à modifier la tension des cordes jusqu'à ce que la fréquence produite corresponde plus ou moins. Attention. Écoutez. Comme on peut le voir, notre instrument se compose de bois, de branches d'arbres, de cordes de pêche et quelques vis et un peu de colle, soit des éléments simples et très faciles à obtenir. Eh bien, le défi de construire un instrument à cordes avec les moyens du bord est réussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Chichou Pois Chiche jusqu'au bout. Envoyez-nous vos défis sur notre page Facebook ou Instagram. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.